Un homme intolérant a commis un acte choquant devant le palais. La foule rassemblée près de l'entrée majestueuse est soudainement plongée dans un silence de stupeur, comme si un souffle collectif venait d'être suspendu. Un grand individu au visage renfrogné, un visage capable de faire froid dans le dos, s'est avancé vers un garde d'honneur en uniforme. Sans aucune hésitation, il a craché directement au visage du garde. Le bruit du crachat, étonnamment fort, a brisé le silence comme une gifle, laissant tout le monde bouche bée. Pendant un long instant, personne ne bougeait. Le garde, impeccablement vêtu dans son uniforme cérémonial, restait immobile comme une statue. Les yeux marron foncé du garde étaient fixés sur l'agresseur avec une sérénité déconcertante, malgré l'insulte flagrante. L'homme, affichant un sourire moqueur, se fichait royalement de la réaction du garde, et la tension montait d'un cran. Quelqu'un dans la foule murmurait « Oh non, ça va mal finir ». Et, en effet, la situation allait rapidement dégénérer. Plus tôt dans la journée, le garde, qui s'appelait Alexandre Dubois, avait commencé son service comme d'habitude. Réputé pour sa discipline et son sang-froid ancien militaire aguerri, Alexandre avait été l'un des premiers gardes royaux noirs. Son recrutement était une fierté pour sa famille, mais aussi une source d'agitation pour certains durs à cuire de la communauté. La journée avait commencé paisiblement, avec des touristes prenant des photos près des grilles du palais et des enfants tentant en riant d'attirer l'attention des sentinelles silencieuses. De l'autre côté de la rue, un homme d'âge moyen au tempérament difficile, nommé Claude Durand, observait la scène avec mépris. Claude, connu pour semer la pagaille, nourrissait depuis longtemps une rancune contre tout ce qu'il qualifiait des « establishment » qu'il jugeait indignes de respect. Il avait déjà provoqué Alexandre à plusieurs reprises, mais le calme inébranlable du garde avait toujours neutralisé ses assauts. Aujourd'hui, cependant, Claude était particulièrement énervé. Serrant les poings, il fixait Alexandre pendant que des touristes prenaient des selfies avec le garde impassible. « C'est répugnant », marmonnait-il sous son souffle. Submergé par sa propre colère, Claude se fraya un chemin à travers la foule jusqu'à se placer juste devant Alexandre. Au début, il ne dit rien, se contentant de le fixer avec un rictus narquois. Alexandre, formé à gérer toutes sortes de comportements, ne broncha pas. Mais rien ne l'avait préparé à ce qui arriva ensuite. Claude cracha délibérément sur le visage d'Alexandre. Le liquide glissant tomba sur le bord doré et poli de l'uniforme du garde. Des exclamations s'élevèrent dans la foule, et un petit garçon criait « Pourquoi as-tu fait ça ?» Une femme, chuchotant à son ami, s'exclama « Il va se faire arrêter, non ?» Alexandre resta immobile pendant un instant. Son thorax se souleva lentement alors qu'il prenait une grande inspiration mesurée. Il sortit un mouchoir de sa poche, s'essuya le visage et garda une expression impassible, bien que, derrière ce calme apparent, une tempête d'émotions en colère, humiliation et un profond sens du devoir faisaient rage en lui. La tension s'intensifia alors que Claude, toujours défiant, arborait un sourire suffisant. Certains spectateurs criaient pour que la sécurité intervienne, tandis que d'autres sortaient leur téléphone pour filmer l'incident. Puis, Alexandre fit un pas en avant. L'atmosphère devint électrique, et toute la foule retint son souffle. Sa main effleura le pommeau de son épée cérémonielle, et Claude sursauta légèrement, même s'il tenta de dissimuler sa réaction. Avant que quiconque ne puisse agir davantage, de lourdes portes en chêne s'ouvrirent dans le fond, et un autre garde apparut, le visage grave. Il s'avança d'un pas décidé, ses bottes résonnant sur le trottoir. Personne ne savait à quoi s'attendre. Alexandre allait-il riposter, ou bien Claude allait-il être menotté? La réponse vint rapidement, dans un retournement de situation qui laissa la foule sans voix. Le second garde, un homme grand nommé capitaine Bernard Legrand, s'avança d'un pas mesuré. Bernard, vétéran des gardes royaux et réputé pour son instinct aiguisé ainsi que son respect strict des règles, affichait un air déterminé. Sans prononcer beaucoup de mots, il imposa le silence par sa seule présence. « Garde Dubois, reculez », ordonna-t-il d'une voix calme mais ferme. Alexandre hocha légèrement la tête, relâcha son épée et reprit sa posture professionnelle. Bernard se tourna ensuite vers Claude, qui arborait toujours ce sourire narquois, bien que son assurance semblait vaciller sous le regard perçant du capitaine. « Vous venez de commettre un acte criminel », déclara Bernard assez fort pour que tout le monde entende, « agresser un membre des gardes royaux est passible de sanctions. Vous allez être arrêté. » Claude laissa échapper un rire rauque, tentant de masquer son embarras. « Vous dites que je vais être arrêté pour avoir craché », répliqua-t-il. Bernard répondit sans hésitation, « Exactement. » Avant même que Claude puisse rétorquer, deux agents de sécurité du palais surgirent de la foule.
Leurs mouvements étaient rapides et précis, et ils saisirent Claude par les bras. Sa fierté se dissipa instantanément alors qu'ils commençaient à se débattre. « C'est absurde » cria-t-il, sa voix montant en intensité. « Je n'ai rien fait de mal, c'est juste un garde, un pantin. » Le regard de Bernard se durcit, et sa voix se fit basse mais autoritaire, « C'est un soldat, un protecteur de notre nation, et vous devez lui témoigner du respect. » Claude fut alors emmené sous les applaudissements de la foule. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Un petit garçon d'environ 7 ans s'avança en tirant sur la main de sa mère. Ses yeux grands ouverts étaient fixés sur Alexandre. « Pourquoi n'as-tu pas riposté » demanda-t-il d'une voix claire et innocente. Alexandre regarda l'enfant, son expression se radoucissant pour la première fois en cette journée. En s'agenouillant pour être à sa hauteur, il dit doucement, « Être fort, ce n'est pas toujours combattre parfois, il faut savoir rester calme même quand les gens sont méchants. » Le garçon hocha la tête, l'air pensif, et Alexandre se redressa pour reprendre son poste. Au fur et à mesure que la foule se dispersait, des murmures d'admiration mêlés d'incrédulité flottaient dans l'air. Malgré la douleur de l'insulte et l'humiliation, Alexandre continua son service. Plus tard dans la journée, lorsqu'il rentra dans son modeste appartement en périphérie de la ville, sa femme Sophie l'accueillit à la porte avec un sourire chaleureux qui se figea dès qu'elle vit l'attention sur son visage. « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda-t-elle, l'inquiétude marquant ses traits. Alexandre hésita un instant avant de raconter les événements de la journée. Sophie écouta attentivement, les poings serrés par la colère. « Je n'arrive pas à croire qu'on t'ait traité de la sorte, » dit-elle, la voix tremblante d'indignation. « Tu ne méritais pas ça. » Alexandre acquiesça, ajoutant « Mais si je laisse des gens comme lui m'atteindre, ils gagnent. » Les yeux de Sophie brillaient de détermination. « Tu es plus fort que quiconque, mais il faut que ça cesse. Les gens doivent comprendre que ce genre de comportement n'est pas acceptable. » Le lendemain, la vidéo de l'incident devint virale. Les médias en parlèrent, présentant Alexandre comme un symbole de dignité et de retenue. Les réseaux sociaux s'enflammèrent de louanges pour son calme, même si certains commentateurs continuaient de soutenir Claude, le qualifiant de faible pour ne pas avoir riposté. Alexandre parcourut les commentaires, ressentant à la fois fierté et frustration, se demandant s'il avait bien fait de rester silencieux. Ses pensées furent interrompues par un coup frappé à la porte. En ouvrant, il trouva le capitaine Bernard Legrand, le visage grave. « Alexandre, il faut qu'on parle, » dit-il. « Il y a du nouveau. » Il se révéla que Claude avait été relâché après avoir payé une amende, mais loin de disparaître, il avait décidé de multiplier ses provocations en postant sur les réseaux sociaux une vidéo où il se moquait d'Alexandre et lançait des menaces voilées. « Des gens comme moi pensent qu'on peut tout se permettre, » disait Claude dans la vidéo. « Ils n'ont rien à faire ici, et je vais m'assurer que tout le monde le sache. » La vidéo fit rapidement le tour du web, provoquant à la fois indignation et soutien. Alexandre sentit un frisson glacé le parcourir en la regardant. Ce n'était pas terminé. Claude n'allait pas s'arrêter, et Alexandre savait qu'il devrait peut-être l'affronter de nouveau cette fois, sans l'appui de son uniforme ni la protection du palais. Le capitaine Legrand avertit, « Nous renforçons la sécurité autour du palais, mais reste sur tes gardes, cet homme est prêt à en découdre. » Alexandre hocha la tête, la mâchoire serrée, conscient que l'avenir réservait encore bien des imprévus. Le soir venu, assis dans son salon et regardant par la fenêtre, Alexandre se sentait envahi par des pensées d'appréhension, tandis que Sophie posait doucement sa main sur la sienne. « Quoi qu'il arrive, nous affronterons cela ensemble, » murmura-t-elle. Alexandre acquiesça, son esprit fourmillant d'inquiétude sur les prochains gestes de Claude, qui pourraient être encore plus dangereux. Le lendemain, en se préparant pour une nouvelle journée de service, le téléphone d'Alexandre vibra avec un message glaçant, « Fais gaffe », disait simplement le message. Son cœur s'emballa en lisant ces mots menaçants, et il montra le message à Sophie, dont le visage se crispa d'inquiétude. « C'est sérieux, » dit-elle en tremblant, « tu dois le signaler. »« Je le ferai, » répondit-il, tentant de paraître calme. Au fond, il savait que le capitaine Legrand devait être informé et si Claude intensifiait ses actes, il fallait être prêt. Sophie le regarda partir avec inquiétude, tandis qu'au poste, Alexandre remit son téléphone au capitaine Legrand qui, d'un air sombre, promit de lancer une enquête et de remonter jusqu'à l'origine du message. « Sois vigilant, » lui dit-il, « cet homme est instable. » Alexandre acquiesça. La journée passa dans une atmosphère tendue. Alexandre avait l'impression d'être constamment observé, chaque visage dans la foule semblait suspect, chaque ombre portait la promesse d'un danger. À la fin de son service,
Épuisé tant physiquement que mentalement, il rentra chez lui. Ce soir-là, alors qu'il regardait distraitement la télévision, Sophie rompit le silence. « Penses-tu que Claude reviendra ?» Alexandre répondit, incertain, « Je ne sais pas, mais je ne peux pas me permettre d'abandonner mon poste. » Avant qu'elle ne puisse réagir, un bruit violent retentit à la porte. Ils se figèrent. Le bruit se répéta, plus fort, comme si quelqu'un tentait de forcer l'entrée. Alexandre fit signe à Sophie de rester en retrait et s'approcha prudemment de la porte. Son entraînement prit le dessus, tendu mais maîtrisé, il entr'ouvrit la porte, s'attendant au pire, pour découvrir qu'il n'y avait personne. Il sortit, scrutant la rue silencieuse, éclairée par des lampadaires, sans déceler de mouvement, mis à part le vrombissement lointain d'un moteur. Sophie apparut derrière lui. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle. « Rien, juste un mauvais pressentiment », répondit-il en refermant la porte avec précaution. Le lendemain, Alexandre découvrit un petit colis posé devant la porte, emballé simplement dans du papier brun, sans expéditeur. Un frisson glacé le parcourut. « Ne le touche pas », avertit Sophie d'une voix pressante, « ça pourrait être dangereux. » Alexandre hocha la tête et appela la police. Un agent arriva rapidement, inspecta minutieusement le paquet, et en sortit une photographie d'Alexandre en uniforme, son visage entouré d'un cercle rouge, avec un mot écrit en lettres imposantes en dessous. Le visage de l'agent se ferma. « Nous ouvrons une enquête complète, » dit-il, « et en attendant, il vaudrait mieux que vous alliez quelque part en sécurité. » Alexandre refusa catégoriquement, « Je ne fuis pas. S'ils veulent m'affronter, ils verront que je ne suis pas si facile à intimider. » Plus tard, sur son poste, alors qu'il balayait la foule du regard, Alexandre remarqua une silhouette parmi un groupe de touristes. C'était Claude. Claude ne se cachait pas, il fixait Alexandre avec haine, murmurant des mots que le garde ne pouvait pas toujours entendre clairement, mais qui signifiaient clairement « ce n'est pas fini ». Le cœur battant, Alexandre ne bougea pas, maintenant son calme. Après quelques minutes, Claude disparut dans la foule, laissant Alexandre avec un sentiment de soulagement mêlé d'appréhension. Ce soir-là, Alexandre reçut un nouveau message ou une vidéo. Tremblant légèrement, il l'ouvrit et vit Claude dans un parking désert. « Ce n'est pas contre toi, » disait Claude d'un ton froid et calculé, « c'est contre ce que tu représentes, et je vais faire en sorte que tout le monde le sache. » La vidéo se termina brusquement, laissant Alexandre avec une sensation d'abattement. Il montra immédiatement le clip au capitaine Legrand, qui promit d'intensifier l'enquête. Pourtant, Alexandre ne pouvait se défaire de l'idée que Claude préparait quelque chose de grandiose. Les jours s'écoulèrent sans incident, mais la tension restait palpable. Pendant ce temps, Sophie devenait de plus en plus inquiète pour la sécurité d'Alexandre. Puis, un après-midi, alors qu'Alexandre était en service, une énorme explosion secoua le palais. La fumée, les débris, et les cris de la foule transformèrent la scène en chaos. Projeté au sol par l'explosion, Alexandre se releva difficilement, les oreilles bourdonnantes et la vision embuée. Au milieu de la fumée, il aperçut Claude, debout nonchalamment, avec un sourire tordu et tenant une télécommande, prêt à déclencher une nouvelle bombe. Son cœur s'emballa en réalisant que ce n'était que le début. La fumée épaisse et l'odeur âcre du métal brûlé envahissaient l'air. Son entraînement prit le relais, il évalua rapidement la situation, sécurisa les civils et se prépara à neutraliser la menace. Mais ce n'était plus un champ de bataille, c'était la terreur pure. Claude, arborant un sourire sadique, agita la télécommande en criant « Vous ne vous attendiez pas à ça, hein ?» Même si les instincts d'Alexandre le poussaient à agir immédiatement, chaque mouvement devait être calculé, car des civils étaient présents et Claude détenait le pouvoir de déclencher une autre explosion à tout moment. Tout le monde, reculez, cria Alexandre d'une voix ferme et autoritaire. La foule se précipita, et les gardes, armes en main, accoururent. Pourtant, la menace restait avec Claude, qui criait « Ne bougez pas, sinon tout explose. C'est de ta faute, tu aurais dû rester dans ton rôle. » Doucement, Alexandre leva les mains pour ordonner aux gardes de tenir leur position. « Claude, tu n'as pas besoin d'en arriver là, » dit-il calmement, « on peut en parler. » Claude ricana, « Personne n'écoute les gens comme moi à moins de les forcer. Tu veux vraiment être connu comme un terroriste, un lâche qui blesse des innocents? Tu crois que ça te rend fort? » Alexandre s'avança encore, sa main toujours levée. « Tu es meilleur que ça. Lâche la télécommande et laisse ces gens tranquilles. » Pendant un bref instant, la main de Claude trembla, son assurance vacilla. Puis, soudain, un coup sec retentit, un tireur d'élite de l'équipe tactique avait tiré,
frappant la main de Claude et faisant tomber la télécommande. Claude poussa un cri de douleur alors que l'appareil s'écrasait au sol. « Intervenez », ordonna le capitaine Legrand, et les gardes se précipitèrent. Sans hésiter, Alexandre plaqua Claude au sol et le maîtrisa fermement. « C'est fini, Claude, tu as perdu », dit-il d'une voix froide. Lorsque la poussière retomba, un mélange de soulagement et de désolation s'installait. Les civils furent évacués, et l'équipe de déminage s'assura qu'aucun engin ne pouvait causer d'autres dégâts. Plus tard, le capitaine Legrand posa une main sur l'épaule d'Alexandre. « Tu t'en es sorti à merveille aujourd'hui, tu as sauvé des vies, dit-il. Alexandre acquiesça, conscient du poids de l'instant. « Ce n'est pas seulement une question d'aujourd'hui, murmura-t-il, les gens comme Claude ne s'arrêtent jamais, ils trouvent toujours de nouvelles manières de répandre leur haine. » Le capitaine répondit avec gravité, « Nous les arrêterons, Alexandre, mais pour l'instant, repose-toi, tu l'as bien mérité. » Ce soir-là, en rentrant chez lui, Alexandre trouva Sophie qui l'attendait, le visage mêlant soulagement et inquiétude. Elle le serra dans ses bras. « J'ai vu les infos, ça va » murmura-t-elle. « Je vais bien » répondit-il, même si les images de la journée tournaient en boucle dans son esprit. « Pour l'instant, c'est fini. » Sophie, les yeux pleins de questions, demanda « Et si ça se reproduit ? Si quelqu'un d'autre vient après toi ?» Alexandre ne put répondre immédiatement. Il savait que ce combat n'était pas seulement le sien, mais celui de tous ceux qui avaient été attaqués ou rabaissés. Dans le calme de leur modeste logement, le téléphone d'Alexandre vibra de nouveau, affichant un message différent, « Vous avez arrêté l'un d'entre nous, mais il y en a d'autres. » Son cœur se serra en lisant ces mots, pesant lourdement sur lui. Qui avait envoyé ce message? Combien d'autres étaient impliqués? Que préparait-il? Sophie s'approcha, inquiète, et lui dit, « Tu dois porter ça à la police, ils doivent être au courant. » « Je le ferai, » répondit-il d'une voix basse mais résolue, « mais ils veulent me faire peur, me montrer que je ne peux rien faire pour protéger qui que ce soit. Je ne leur donnerai pas ce plaisir. » Le lendemain, Alexandre rencontra le capitaine Legrand au palais. Ce dernier, le visage fermé, lut le message d'un air grave. « Ça change tout, » déclara-t-il, « on ne traite plus qu'un seul individu, il se pourrait bien que ce soit un réseau entier. » Alexandre répondit fermement, « Je ne resterai pas les bras croisés pendant que ces gens complotent. » Le capitaine hésita. « Tu es déjà une cible, Alexandre. En te mêlant de tout ça, tu mets ta famille en danger. »« Me cacher ne fera rien, » répliqua-t-il, « il faut agir. » Après un moment de silence, Legrand céda, « Très bien, tu feras partie de l'enquête, mais suis nos directives, pas d'impulsivité. » Plus tard, en discutant avec Sophie, Alexandre déclara, « Ils veulent m'intimider, mais je ne peux pas reculer. Si nous ne ripostons pas, ils deviendront plus audacieux. » Les yeux de Sophie se remplirent de larmes, mais elle acquiesça, « J'ai confiance en toi, promets-moi juste d'être prudent. »« Je te le promets, » répondit-il. Les jours suivants, Alexandre travailla en étroite collaboration avec l'équipe d'investigation, traquant les liens de Claude. Leur recherche les mena sur un forum en ligne rempli de discours haineux et de messages codés. Un fil de discussion attira particulièrement leur attention, ils parlaient d'un événement imminent destiné à envoyer un message fort. Les enquêteurs se démènèrent pour décrypter les indices. Les messages faisaient allusion à un lieu et à une date dans 3 jours, sans pour autant en donner les détails exacts. Cela pourrait être un rassemblement, une attaque ou juste des menaces vaines, commenta un analyste, frustré. Même s'il n'y a qu'une infime chance qu'il passe à l'acte, il faut être prêt. Alexandre insista, il faut anticiper, même pour le moindre risque. À l'approche du jour J, la tension monta. La sécurité fut renforcée autour du palais et d'autres sites clés, et des agents infiltrés furent déployés pour surveiller toute activité suspecte. Alexandre se porta volontaire pour faire partie d'eux. L'équipe sur le terrain, malgré les réserves du capitaine Legrand. Ce soir-là, il se retrouva dans une voiture banalisée stationnée près d'un entrepôt désert au centre-ville, repéré grâce aux investigations. L'endroit était étrangement silencieux, avec seulement le bruit occasionnel d'une voiture passant au loin. À l'intérieur de l'entrepôt, un groupe d'hommes s'était réuni, scrutant les environs avec des jumelles. Alexandre reconnut l'un d'eux comme un habitué d'un forum haineux, les autres, inconnus, semblaient déterminés. Grâce à un dispositif de surveillance caché, l'équipe écouta l'un d'eux déclarer, « Ce n'est que le début, après ce soir, ils sauront qu'on ne se laisse pas faire. » Un autre demanda, « Quel est le plan ?» et le premier répliqua d'un ton narquois, « On va frapper là où ça fait mal le palais, à minuit. »
Le sang d'Alexandre se glaça alors qu'il relayait l'information à son équipe. Ils se mirent en route pour intercepter le groupe. À l'approche de minuit, Alexandre et ses collègues stormèrent l'entrepôt. L'effet de surprise fut total, la plupart des hommes se rendirent sans résistance, bien qu'un seul tente de fuir par l'arrière. Alexandre se lança à sa poursuite, son adrénaline à son comble. Le suspect, rapide, fut rattrapé par Alexandre qui le plaqua au sol et le maintint fermement. « Qui d'autre est impliqué » exigea-t-il d'une voix tranchante. L'homme ricana. « Tu crois qu'en nous arrêtant ici tu vas tout changer ? On est partout. » Au siège, les arrestations furent célébrées comme une victoire, mais les paroles du suspect résonnaient sinistrement. Ce n'était qu'une cellule parmi tant d'autres dans un vaste réseau. Ce soir-là, épuisé mais résolu, Alexandre rentra chez lui pour trouver une enveloppe posée sur le pas de la porte. À l'intérieur, une simple feuille, écrite d'un rouge vif, proclamait « Nous vous voyons ». Le cœur battant, Alexandre lut ces mots menaçants, sentant leur poids. Ses instincts lui criaient qu'il était surveillé, mais la nuit restait étrangement calme. Il referma la porte à clé et montra le message à Sophie, dont le visage devint pâle. « Qu'est-ce que c'est, cette fois » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Ils ne s'arrêtent pas, ils intensifient » répondit-il d'un ton grave. « Ils veulent nous intimider et nous forcer à baisser les bras. Je ne leur laisserai pas ce plaisir. » Le lendemain, Alexandre présenta l'enveloppe au capitaine Legrand, dont le visage se renfrogna en lisant le message. « Ils changent de tactique, dit-il, ce n'est plus seulement de l'intimidation, ils veulent te briser. » Alexandre répondit fermement, « Ils n'y arriveront pas, mais nous devons découvrir leur prochaine manœuvre. Il y a plus dans ce réseau que ce que nous avons trouvé. » Le capitaine ajouta, « Les hommes arrêtés refusent de parler, mais nous analysons leurs appareils. Il ne faudra pas longtemps avant d'obtenir des informations. » Alexandre fronça les sourcils. « Nous n'avons pas le luxe d'attendre, ils préparent quelque chose de nouveau, j'en suis certain. » Plus tard dans la journée, un message récupéré sur le téléphone d'un des suspects révéla des plans d'attaque coordonnés sur plusieurs sites de la ville ou des lieux culturels et historiques, visant à semer la division et la haine. Le palais était l'un des principaux objectifs. « Ce n'est plus qu'une question personnelle », déclara le capitaine Legrand lors d'un briefing tendu, « c'est l'avenir de toute la ville qu'on met en jeu, et il faut agir vite. » L'équipe élabora alors un plan pour renforcer la sécurité à tous les points stratégiques tout en poursuivant le réseau. Alexandre fut chargé de la défense du palais, sa connaissance du lieu étant un atout indispensable. Cette nuit-là, alors qu'Alexandre montait la garde devant le palais, l'air était lourd et un silence étrange planait sur la ville. Les autres gardes étaient en alerte maximale, scrutant chaque ombre, chaque mouvement suspect. Alexandre se remémorait les événements récents, les insultes, les menaces, les explosions qui semblaient tous converger vers un point culminant. Soudain, un van noir s'arrêta brusquement près des grilles, et sa porte latérale s'ouvrit pour révéler plusieurs silhouettes masquées, armées d'objets improvisés et portant des sacs à dos lourds. L'un d'eux leva la main, et Alexandre distingua l'éclat d'un détonateur. « Tout le monde, mettez-vous à terre » cria-t-il en dégainant son arme. Au lieu de se conformer immédiatement, l'un des hommes appuya sur un petit bouton. Alexandre se prépara à une explosion, mais rien ne se produisit. Un éclair de confusion traversa le visage masqué, et c'était l'occasion qu'Alexandre attendait. Il se lança, referma la distance en quelques secondes et, d'un coup précis, asséna un coup qui fit tomber le détonateur. D'autres gardes se précipitèrent et maîtrisèrent les assaillants. Dans le chaos, Alexandre découvrit que les sacs renfermaient de faux explosifs destinés à semer la panique, mais le message était clair, ces hommes étaient là pour diviser et terroriser. Les suspects furent arrêtés, et leurs liens menaient directement au réseau haineux que les enquêteurs traquaient depuis longtemps. Plus tard, dans une salle de débriefing, Alexandre confia au capitaine Legrand, « Ce n'est que le début, ils ne lâcheront pas l'affaire. » Bernard acquiesça. « Nous les arrêterons, mais pour l'instant, repose-toi. » De retour chez lui, Alexandre trouva la maison plongée dans le noir et le calme. Sophie l'attendait, le visage partagé entre soulagement et inquiétude. « C'est une fausse alerte, » expliqua-t-il, « ils n'avaient pas de vrais explosifs, ils voulaient juste nous faire croire le contraire. » Sophie le serra fort dans ses bras. « Je suis tellement soulagée que tu ailles bien, » murmura-t-elle. « Mais combien de temps encore pourrions-nous supporter tout ça ?» Alexandre n'eut pas de réponse immédiate. Le combat semblait sans fin, la haine omniprésente. Pourtant, en tenant Sophie dans ses bras, il se jura silencieusement qu'il continuerait de se battre pour ce qui est juste, peu importe la durée de cette lutte.
Juste avant de se coucher, le téléphone d'Alexandre vibra de nouveau. Cette fois, un nouveau message apparut, très bref, 2 jours restants. Tic, tac. Il fixa l'écran, déterminé malgré l'intimidation que cette décompte voulait inspirer. Il montra le message à Sophie, dont les yeux s'écarquillèrent d'inquiétude. Il compte le temps, murmura-t-elle. Ils sont sérieux. Je sais, répondit Alexandre d'une voix assurée, mais nous le sommes aussi. Le jour même, Alexandre se joignit au capitaine Legrand et à son équipe pour un briefing d'urgence. Les renseignements recueillis lors du raid étaient impressionnants, plan du festival, liste des points d'accès et schéma des emplacements possibles pour des explosifs s'étalaient sur la table. Il prépare cela depuis des mois, expliqua un analyste, le niveau de coordination est incroyable. Bernard ajouta d'un ton grave, nous renforçons la sécurité au festival, mais il nous faut identifier leur chef. Si nous l'éliminons, tout s'effondrera. Alexandre étudia les documents attentivement. Un nom revenait sans cesse, Poignard. Qui est Poignard, demanda-t-il. D'après ce que nous avons, c'est le cerveau derrière tout ça, répondit Legrand. Nous n'avons pas encore réussi à le localiser, mais les messages suggèrent qu'il sera sur place pour superviser l'attaque. Alexandre réfléchit rapidement. S'il est là, on peut l'attirer et le coincer. C'est notre plan, confirma Legrand, mais il faut être extrêmement prudent, sinon ils feront exploser tout avant qu'on ne puisse agir. Les 2 jours suivants furent un tourbillon de préparatifs. Alexandre travailla étroitement avec l'équipe, analysant le plan du festival et peaufinant chaque détail. Des agents infiltrés se fondraient dans la foule, et des équipes de déminage restaient en alerte. Chaque seconde comptait, et la moindre erreur était fatale. Le jour du festival, la ville vibrait d'excitation où des milliers de personnes remplissaient les rues, inconscientes du danger imminent. Habillé simplement, Alexandre se mêla à la foule, les yeux inlassablement rivés sur son environnement. Dans son oreillette, il entendait des mises à jour, secteur indégagé, rapporta un agent, aucune activité suspecte, continuez à surveiller, répondit Legrand. Pourtant, alors que la fête battait son plein avec rire, musique et joie, Alexandre ne pouvait s'empêcher de penser que les terroristes voulaient détruire ce sentiment d'unité. Les heures passèrent sans signe de Poignard ni de son équipe, et l'inquiétude d'Alexandre grandissait. Soudain, une voix dans son oreillette annonça « Identification possible de Poignard, il est près de la scène principale ». Alexandre se fraya un chemin à travers la foule en direction de la scène. Lorsqu'il arriva, il aperçut un homme grand, portant une capuche et un grand sac à dos. « C'est lui », murmura-t-il dans son micro. « J'avance, demandez du renfort. » Le capitaine Legrand avertit « N'engage pas seul, reste prudent. » Mais Alexandre sentit que le temps pressait. Il s'approcha prudemment, main posée près de son arme dissimulée. « Excusez-moi, puis-je vous aider » demanda-t-il d'un ton ferme. L'homme tourna lentement la tête, ses yeux perçants et calculateurs visibles sous sa capuche. « Non, » répondit-il sèchement, « je profite juste du festival. » Alexandre jeta un œil à son sac. « Ça vous dérange si je regarde à l'intérieur » dit-il. Avec un sourire en coin, l'homme répliqua « Je préfère garder ça pour moi. » Avant même qu'Alexandre ne puisse réagir, l'homme s'élança dans la foule. « Suspect en fuite vers la zone de restauration » cria Alexandre. Les agents convergèrent, mais la foule dense ralentit leur mouvement. Alexandre se lança à la poursuite du suspect à travers une ruelle sombre derrière le festival. Le suspect finit par s'arrêter et se retourna, arborant un sourire sinistre. Il sortit un petit appareil clignotant d'un sac. « Ne bougez pas » ordonna Alexandre en dégainant son arme, « posez l'appareil, sinon. » Le suspect ricana, « Tire, vas-y, tu ne pourras rien m'arrêter. » La tension était insoutenable. Alexandre hésita un instant, conscient que tirer pourrait déclencher l'engin. Soudain, un agent surgit par derrière et plaqua le suspect, faisant tomber l'appareil. Alexandre se précipita pour sécuriser le dispositif. Au poste, l'équipe examina l'appareil, un détonateur incomplet destiné à déclencher plusieurs bombes à distance, un simple test. La vraie attaque n'est pas encore là, dit gravement le capitaine Legrand. Alexandre serra les poings. Il faut retrouver ces bombes, et vite. Cette nuit-là, dans la sécurité relative de leur refuge, le téléphone d'Alexandre vibra à nouveau avec un message bref, bien essayé. Plus que 2 jours. Tic, tac. Les mots résonnèrent comme une menace. 2 jours, murmura-t-il, le cœur serré. Sophie,
le visage blême, demanda « 2 jours jusqu'à quand ?» Alexandre répondit avec détermination « Jusqu'à leur prochaine attaque. Mais nous allons les arrêter. » Le lendemain, l'équipe d'investigation travailla d'arrache-pied, rassemblant les indices issus du détonateur et d'autres preuves. Ils établirent une carte des cibles potentielles en se basant sur l'infrastructure de la ville et les communications interceptées. « Ce ne sera pas une attaque unique », expliqua le capitaine Legrand lors d'un briefing. Poignard planifie plusieurs attaques simultanées pour semer le chaos. Alexandre étudia la carte avec attention. Si on se concentre sur les points névralgiques, on pourra les intercepter avant qu'ils n'installent leurs bombes. Exactement, confirma Legrand, nous mettons en place des contrôles à tous les points clés. Alexandre, je veux que tu sois au centre, près de la scène principale. C'est probablement là qu'ils frapperont. Alexandre acquiesça. Je serai prêt. Pendant l'opération, des agents infiltrés se mêlaient à la foule tandis que les équipes de déminage fouillaient chaque recoin. Chaque seconde semblait interminable. Alexandre, posté au centre, surveillait la foule avec une vigilance extrême. Soudain, son attention fut attirée par un homme nerveux près d'un abri de jardin, agitant un grand sac de sport. « J'ai un suspect », murmura Alexandre dans son micro. S'approchant lentement, il dit d'un ton posé, « Excusez-moi, puis-je vous aider ?» L'homme resta figé, regardant fixement son sac, puis s'élança soudain vers la scène principale. Suspect en fuite vers la zone de restauration avec un sac potentiellement explosif, cria Alexandre. La poursuite fut frénétique à travers la foule dense, le suspect lâchant son sac près de la scène avant de disparaître. Alexandre se précipita après le sac, le cœur battant, appelant le déminage, « Nous avons un colis actif. » Les techniciens se mirent à l'œuvre, découvrant un appareil câblé pour déclencher une bombe complexe. On le désamorce, annonça l'un d'eux. Alexandre, toujours aux aguets, scrutait la foule. Puis, son oreillette grésilla d'un message urgent, bombe détectée à l'entrée nord. L'équipe fut alors déployée sur plusieurs fronts. Nous devons retrouver Poignard, dit Alexandre dans le micro, c'est le seul qui peut mettre fin à tout cela. On le cherche, répondit Legrand, reste sur tes gardes. Alors qu'Alexandre se déplaçait dans la foule, il aperçut enfin une silhouette familière, un homme à capuche, debout près d'un véhicule banalisé. Son cœur s'accéléra. « C'est Poignard », murmura-t-il. Il s'approcha prudemment, appelant du renfort. Avant que l'équipe ne se rejoigne, Poignard tourna la tête, croisa le regard d'Alexandre avec un sourire narquois, et s'enfuit dans un SUV noir. Poignard est en fuite, direction ouest, lança Alexandre dans son micro, entamant une poursuite en voiture banalisée. La course se déroula à vive allure dans les rues, le SUV zigzagant entre les véhicules. La tension était à son comble. Approchant d'un pont, le SUV fit brusquement un écart et dérapa. Poignard sauta du véhicule, tenant un autre détonateur, et courut vers le bord du pont. Alexandre se lança à sa poursuite, armé et déterminé. « Arrête-toi, Poignard, c'est fini », cria-t-il. Poignard se retourna avec défi, « Tu crois avoir gagné ?» Ce n'est que le début, ricana-t-il en approchant dangereusement du détonateur. Sans hésiter, Alexandre tira un coup précis qui fit voler l'appareil dans l'eau en contrebas. Poignard poussa un cri de douleur pendant qu'Alexandre le plaquait au sol, le maintenant fermement. « C'est terminé, Poignard », déclara-t-il d'un ton glacial. Plus tard, au siège, l'équipe célébrait la réussite de l'opération, toutes les bombes avaient été désamorcées et Poignard était en détention. Pourtant, Alexandre savait que la lutte était loin d'être terminée. En rentrant au refuge cette nuit-là, épuisé mais soulagé, son téléphone vibra à nouveau avec un message d'un numéro inconnu, « Poignard n'était qu'un pion, le vrai jeu commence maintenant ». Ces mots frappèrent Alexandre comme un coup dur. Poignard n'était qu'un pion. Le vrai jeu commence maintenant. Sophie, voyant l'expression choquée sur son visage, demanda timidement, « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Alexandre lui montra le message. Elle le lut, figée, s'exclamant, « Un pion ?» Je croyais que Poignard était le cerveau du réseau. Alexandre serra la mâchoire. C'est ce que nous pensions tous, mais ce message suggère que quelqu'un d'autre tire les ficelles. La voix de Sophie trembla, et s'il prépare quelque chose de pire, de plus grand? Alexandre ne répondit pas tout de suite, se mettant à arpenter la pièce, son esprit bouillonnant de questions sur qui pouvait bien être derrière tout ça et quelles étaient leurs intentions. Le lendemain matin, l'équipe se réunit pour un briefing d'urgence. Le capitaine Legrand présenta à l'écran une série de messages cryptés,
tous envoyés à Poignard ces derniers mois par une seule source, un individu se faisant appeler Apex. Apex, répéta Alexandre incrédule. On n'en sait pas beaucoup plus, admit Legrand, mais quelle que soit son identité, c'est lui le véritable maître d'œuvre de ce réseau. Il coordonne tout en coulisses, y compris les actions de Poignard. Un analyste ajouta, nous avons retracé certaines communications d'Apex jusqu'à un ancien complexe à l'extérieur de la ville, fortement gardé. C'est notre chance de mettre un terme à tout ça, déclara Legrand. Ce soir, on organise un raid. On y va vite et fort. Notre objectif est d'appréhender Apex, et si nécessaire, de le neutraliser. Alexandre sentit sa détermination se renforcer. On va finir avec ça, dit-il résolument. Sous le couvert de la nuit, l'équipe se dirigea vers le complexe isolé dans la forêt, accessible uniquement par une route sinueuse. Des drones avaient capturé des images d'agents armés patrouillant autour de la zone. Lorsqu'ils passèrent la frontière du périmètre, le chaos éclata, des gardes crièrent et tirèrent, mais l'équipe, entraînée et coordonnée, les neutralisa un à un. Alexandre mena un petit groupe à l'intérieur du bâtiment principal, armes en main, tous ses sens en alerte. Les couloirs étaient étroits et faiblement éclairés, jusqu'à ce qu'ils atteignent une porte blindée. « Ça doit être ici », murmura Alexandre en signalant aux opérateurs de préparer l'équipement de défense. La porte explosa, révélant une grande salle remplie d'écrans et d'ordinateurs. Au centre, se tenait une silhouette vêtue de noir, le visage dissimulé par un masque. « Alors, tu es là, Apex », dit l'inconnu d'une voix modifiée. « Je t'attendais. » Alexandre pointa son arme. « C'est fini, montre-toi. » L'inconnu ricana doucement. « Tu crois vraiment que c'est terminé ? Ce n'est que le commencement. » Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, Apex appuya sur un bouton, et les écrans s'animèrent, montrant des flux en direct de divers endroits de la ville où chacun affichait des dispositifs explosifs semblables à ceux du festival. « Tu as arrêté quelques-uns de mes hommes, » déclara Apex d'un ton glacial, « mais tu ne peux pas être partout à la fois. » Alexandre sentit son cœur se serrer. « Combien sont-ils » demanda-t-il. Apex inclina la tête, et la tension monta d'un cran. « Nous mobilisons toutes les unités » gronda Legrand dans son micro. « Alexandre, fais ce qu'il faut pour arrêter Apex. » S'avançant encore, Alexandre s'exclama, « Arrête ça, Apex. » Quoi qu'il en soit, c'est fini maintenant. Mais Apex ne broncha pas, « Tu crois que tes menaces me font peur ? Ce n'est pas à propos de toi, c'est un message. Et quand tu comprendras, il sera trop tard. » D'un geste rapide, Alexandre tira une balle qui frappa la main d'Apex, faisant voler un petit appareil sur le sol. Profitant de l'instant, Alexandre se jeta sur l'inconnu, lui arracha son masque, et fut stupéfait de découvrir une jeune femme, à peine âgée de 25 ans, aux yeux froids et calculateurs. « Tu n'es qu'une gamine » s'exclama-t-il, incrédule. Elle sourit avec assurance, « L'âge n'a pas d'importance, c'est ce en quoi tu crois qui compte. » Avant qu'Alexandre puisse en savoir davantage, elle mordit une capsule de cyanure. Son corps se convulsa, et elle s'effondra sans vie. Au quartier général, l'équipe s'activa pour localiser et désamorcer les autres bombes. La mort d'Apex souleva plus de questions qu'elle n'apporta de réponses, tant les dispositifs étaient sophistiqués et dissimulés dans des lieux stratégiques destinés à provoquer un maximum de dégâts. Alexandre resta silencieux, repassant en boucle les événements de la nuit. Le combat n'était pas terminé, mais il comprit enfin l'ampleur de la bataille à venir. Peu après, son téléphone vibra de nouveau avec un nouveau message, « Tu as tué l'un de nous, mais tu ne peux pas tuer l'idée. À bientôt. » Les mots résonnèrent violemment dans son esprit. Même après avoir arrêté Poignard et démasqué le rôle d'Apex, le réseau se montrait aussi résistant qu'une hydre en coupant une tête, d'autres apparaissaient. Sophie, entrant dans la pièce avec un air sérieux, demanda doucement, « Encore un message ?» « Oui, » répondit Alexandre en montrant l'écran, « il ne s'arrête pas », Sophie affirma d'un ton ferme, « Alors, toi non plus. » Alexandre hocha la tête. « On a éliminé leur chef et perturbé leurs opérations, mais ce combat n'est pas terminé. » Le lendemain, Alexandre se retrouva de nouveau avec le capitaine Legrand et toute l'équipe. L'atmosphère était lourde, partagée entre la satisfaction d'avoir accompli beaucoup et la frustration de voir l'ennemi toujours dans l'ombre. « Nous avons identifié quelques autres figures clés du réseau, » expliqua Legrand en montrant une série de photos affichées dans la salle de briefing. Ces personnes coordonnent des cellules à travers tout le pays. Si nous les éliminons, leur capacité à organiser sera anéantie.
Et les bombes, demanda Alexandre. On les a toutes désamorcées, confirma le grand, la ville est en sécurité pour l'instant. D'un ton bas, Alexandre murmura, pour l'instant, mais ils ne s'arrêteront pas, le capitaine acquiesça, nous resterons toujours un pas devant eux. Dans les jours qui suivirent, l'équipe lança des opérations simultanées pour appréhender les derniers responsables. Alexandre participa à chacune d'elles, faisant preuve d'une précision inébranlable. À chaque intervention, de nouveaux éléments se dévoilaient aux documents, communications et relevés financiers montrant comment le réseau finançait et recrutait ses membres. Un nom revenait sans cesse dans les rapports, l'architecte. Qui est cet architecte ? Demanda Alexandre lors d'un débriefing. Un analyste répondit, on dirait bien qu'il est le fondateur de tout le réseau où tout semble remonter à lui. Le capitaine Legrand se pencha en avant, l'expression grave. Si nous trouvons l'architecte, c'est la fin pour eux. Un déclic se produisit quand l'équipe intercepta des messages cryptés indiquant l'emplacement de l'architecte, une imposante résidence fortifiée dans les montagnes. Les messages laissaient entendre qu'il préparait un ultime acte de défi, une attaque massive destinée à galvaniser les restes du réseau. C'est notre chance, déclara Legrand, nous mobilisons tout pour que ça se termine maintenant. Le raid sur la résidence fut la mission la plus périlleuse qu'Alexandre ait jamais connue. Entourée de gardes armés, de drones de surveillance et de pièges, la résidence était presque imprenable. Sous le couvert de la nuit, l'équipe pénétra dans le périmètre avec une précision chirurgicale. Des tirs retentirent tandis qu'ils progressaient, neutralisant chaque garde un par un jusqu'à atteindre le bâtiment principal. À l'intérieur, l'atmosphère était étrangement calme. Alexandre mena l'équipe à travers des couloirs faiblement éclairés jusqu'à arriver dans une grande salle centrale. Au milieu, à une large table, était assis l'architecte, un homme d'un certain âge vêtu simplement, qui dégageait une autorité tranquille malgré l'inévitabilité de sa défaite. « Alors, vous voilà, dit-il calmement, savez-vous pourquoi j'ai lancé ce mouvement ? Parce que le monde est faible, les gens divisés s'accrochent à des idéaux vides. Mais ces idéaux ne créent pas l'ordre. » Alexandre serra les dents. « Votre système, bâti sur la peur et la haine, ne mérite pas de perdurer. » Le sourire de l'architecte s'effaça. « Sachez que, même si vous me tuez, d'autres prendront ma place. » « Pas aujourd'hui, répliqua fermement Alexandre. L'architecte tenta de saisir un appareil sur la table, mais Alexandre fut plus rapide, il tira, brisant l'appareil et désarmant l'architecte avant qu'il ne puisse réagir. L'équipe sécurisa rapidement le lieu, et l'arrestation de l'architecte marqua un tournant décisif. Les communications du réseau s'arrêtèrent, les cellules se dispersèrent, et la ville put enfin respirer un peu plus librement. Pourtant, pour Alexandre, la lutte n'était pas définitivement terminée. Ce soir-là, de retour au refuge, Alexandre retrouva Sophie qui l'accueillit avec soulagement. Elle l'enlaça fort et demanda, « Est-ce fini ?»« Pour l'instant, nous les avons stoppés, mais le combat continue, » répondit-il. Sophie hocha la tête, comprenant la gravité des choses. « Quoi qu'il arrive, nous le vivrons ensemble, » dit-elle. Alexandre sourit, serrant Sophie contre lui. Plus tard, alors qu'il réfléchissait devant la fenêtre, il repensa à toutes les épreuves traversées. La lutte contre la haine était loin d'être terminée, mais tant qu'il y aurait des personnes prêtes à se lever pour le bien, l'avenir vaudrait toujours la peine d'être défendu. Ainsi, la bataille continua entre menaces, explosions, poursuites et descentes de police chaque jour apportant son lot de défis. Alexandre, Claude, le capitaine Legrand, Sophie et leur équipe affrontaient le danger sans relâche, déterminés à démanteler le réseau de haine pièce par pièce. Même lorsque des messages de terreur s'affichaient sur le téléphone d'Alexandre ou que des silhouettes masquées l'intimidaient dans l'ombre, il gardait sa détermination. Chaque moment de peur, chaque explosion et chaque confrontation ne faisait que renforcer son engagement. Car, pour Alexandre et tous ceux qui se battaient à ses côtés, cette guerre n'était pas seulement contre un individu ou une attaque isolée, c'était pour protéger l'espoir et l'unité de toute une ville. Et tant qu'ils resteraient unis, aucun acte de haine ne pourrait jamais l'emporter.